mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Ils existent. Les dominés de la société existent et résistent malgré les humiliations subies, répétées du système. Même si tout est fait pour les mettre au banc, loin du centre, loin de l'emploi, loin des loisirs, loin des droits, loin de tout. Ils existent et c'est leur vie qu'elle raconte à travers la sienne dans son dernier livre. L'autrice Kawtar Archi, fille d'immigrés marocains, raconte cette vie passée à tenter de se défaire de mécanismes de domination plus forts qu'elle. De son enfance dans une cité strasbourgeoise, au banc de l'université, elle raconte sa vie, une vie faite d'humiliation mais aussi de résistance et de dignité qu'elle expose dans ce récit autobiographique, Comme nous existons, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Kawtar Archi, bonjour. Bonjour. Alors, tu es écrivaine et sociologue. Ce livre, il raconte ton enfance dans le quartier de l'Elzo à Strasbourg. Il s'appelle Comme nous existons. Ce nous, c'est qui ? C'est effectivement quelque chose d'assez important pour moi, d'affirmer à la fois un jeu individuel qui est celui de ma propre existence, de ma propre subjectivité. Et en même temps, c'est une subjectivité qui n'est pas isolée dans le monde, elle est traversée par d'autres subjectivités. Et ce nous, qui est mis en avant dans le titre, c'est le nous des minorités, évidemment, des minorités sociales, mais aussi le nous des minorités raciales, puisque la question raciale occupe dans ce livre-là une place assez particulière, voire centrale. Cette autobiographie, c'est la tienne. C'est une histoire avec des variations, bien sûr, dans laquelle peuvent se retrouver de très nombreux enfants d'immigrés. D'ailleurs, tu notes régulièrement dans ce livre le sentiment de déracinement que tu ressens et qui te fait particulièrement mal quand même durant toute ton enfance. Je ne sais pas si j'utiliserais l'expression de déracinement ou la métaphore des racines. De tiraillement, en tout cas, entre... Oui. Ouais, exactement, de tiraillement, sentiment d'inconfort, sentiment de malaise. Et c'est effectivement quelque chose qui est lié à la trajectoire de mes parents, puisque mes parents ont été des déplacés. Ils se sont déplacés dans l'espace d'une nation faible à une nation forte, d'une société anciennement colonisée à une société post-coloniale. Et c'est évident qu'il existe une forme de tension particulière entre cet espace d'origine qui a été quitté, mais qui n'a pas véritablement quitté mes parents, et cette société d'accueil qui a accueilli mes parents d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'il les a exploités, mais qui les a aussi accueillis d'un point de vue humain, en insistant davantage sur le fait que leur humanité potentiellement était moindre. Donc il y a quelque chose effectivement dans cette forme de déplacement social, politique, linguistique, qui a affecté la jeune fille, l'enfant que j'étais, et qui a assez grandement contribué à bouleverser notre ordre familial. Et j'essaie de mettre en liaison ce bouleversement-là. Comment le changement, comment la transformation des ordres nationaux, des ordres politiques vient bouleverser l'ordre intime, l'ordre infime de la famille que nous avons essayé de former malgré tout. Ce tiraillement, tu le ressens donc dans ta vie quotidienne en France, mais aussi quand tu vas en vacances au Maroc l'été. Tu dis d'ailleurs, donc je cite un extrait du livre, en parlant de tes parents. Là-bas, je les revois encore. Ania et Mohamed étaient en haut lieu, le lieu-dit de l'amour, l'île enchantée. Je peux le dire maintenant, jamais je ne pus ni ne sus, moi, atteindre les côtes merveilleuses de cette île. J'étais sur le continent en métropole et j'observais, j'écoutais de loin. Est-ce que ça a contribué à créer un décalage aussi avec tes parents Oui, effectivement, il y a quelque chose, comme je le disais, de l'ordre politique qui atteint les grandes structures nationales à l'échelle macro, mais il y a aussi des choses extrêmement petites, extrêmement ordinaires du quotidien qui sont aussi affectées par ces transformations sociales et politiques et par la domination qui est induite. Dans ce passage que tu lis, effectivement, c'est une métaphore qui est utilisée par Pierre Bourdieu dans un autre cadre, dans le cadre des relations amoureuses, et que j'ai voulu pour ma part réutiliser dans le cadre de l'amour filial, en disant quelque chose de simple et que beaucoup de personnes pourront connaître, voire reconnaître à travers leur propre expérience. C'est pour ça aussi que dans le livre, il arrive que je ne dise pas
mes parents, que je ne dise pas mon père, ma mère, mais que je revienne régulièrement simplement à leurs prénoms, Ania et Mohamed, puisque ça a été aussi mon expérience d'avoir des parents qui parfois n'étaient pas des parents, qui parfois étaient simplement un homme et une femme, un couple uni, désuni, qui tentait de continuer à faire sa vie dans cette existence bouleversée et qui était très fortement marquée par la question du racisme en France et par une certaine forme de répit ambivalent malgré tout, que leur offrait ce retour au pays natal. Et j'étais l'observatrice médusée, étonnée de cette transformation. Les parents, Ania et Mohamed en France, étaient extrêmement différents quand ils étaient au Maroc. Et moi, j'étais la même. Et je m'interrogeais beaucoup sur cette capacité qu'ils avaient à se transformer. Et en vérité, cette transformation, comme j'essaye de le montrer dans le livre, elle est sociale. Ils retrouvaient quelque chose d'eux-mêmes là-bas, pas totalement, pas en partie, mais quelque chose se produisait. D'ailleurs, tu viens de parler de répit ambivalent. Ça me fait penser qu'à un moment, tu parles de tes parents, donc quand le reste de leur famille leur demande comment ils vont, tu dis qu'ils mentent, mais qu'ils mentent avec toute la sincérité du monde, en fait, pour justement aussi protéger finalement la famille qui est restée au Maroc de ce qu'ils subissent eux-mêmes en France, qui n'est pas le paradis rêvé, quoi. Oui, la question du mensonge et de la vérité, qui sont des notions très relatives. La frontière est extrêmement floue. Elle était d'autant plus floue, effectivement, dans notre famille, puisque ces formes de discours qui étaient tenues aux autres, à ceux qui n'étaient pas encore en France ou qui espéraient l'être ou qui enviaient ceux qui y vivaient, il fallait bien évidemment leur tenir un discours qui était un discours de fierté. Et on est là dans des mécanismes typiques. Il fallait garder la face, il fallait sauver la face, et il fallait surtout, par le mensonge, mais c'est un mensonge sincère, c'est pour ça que j'insiste sur cette idée, sur cet oxymore apparent, c'est-à-dire qu'il fallait malgré tout que mes parents tiennent et maintiennent le sens de leur projet migratoire. Et le sens de ce projet migratoire, j'en ai été l'objet, ma scolarité en a été l'objet, leur ascension économique aussi en a été l'objet. Donc il était évident qu'il n'était pas possible d'afficher ou d'affirmer une forme de désillusion, voire de chute, voire de stagnation sociale. Donc il y avait une production de récits au quotidien, il y avait une certaine forme de vie virtuelle qui venait recouvrir de sa douceur la dureté, la difficulté de la vie réelle en France. Alors tu viens d'en parler, on va en parler tout de suite, donc ça tombe bien. Il y a un autre thème que tu abordes dans ce livre, c'est ton parcours scolaire, qui a été un véritable parcours du combattant quand même, pour toi mais aussi pour tes parents d'ailleurs. Tu dis que très tôt en fait ils ont cherché de l'école au lycée à te placer, en gros à te prendre et à te mettre en dehors des influences présumées néfastes de ton quartier et donc des établissements scolaires qui sont dans ce quartier justement. Tu dis, je cite en parlant de ta mère, qu'elle menait une lutte pour que je sois assuré, rassuré dans ce monde, d'avoir quelque part une place. Anonyme, cette lutte tapie dans l'ombre des vies parentales post-coloniales, une lutte dont j'étais à la fois l'objet, le sujet et le témoin. Oui, comme je le dis aussi dans un autre passage, et je crois que c'est une manière juste de définir ma mère, si j'essaie d'en dire quelques mots. Elle a été un véritable stratège, elle a été autant que possible, aussi longtemps que possible, le stratège de ma vie. Et il est évident que dans ce type de famille, les familles minoritaires, les familles issues de l'immigration post-coloniale, la question de l'investissement scolaire est centrale, malgré tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu raconter sur ce fantasme des parents démissionnaires. Mes parents ont été des parents investis dans la question de l'éducation à temps plein, le jour, la nuit, et sans aucune forme de répit. Donc il y avait évidemment quelque chose qui tenait ici à la fois d'une vie inquiète, mais d'une vie qui devait absolument considérer l'école comme la source du paradis social qu'il fallait absolument chercher. Et à cet égard, ma mère
Mon père aussi, d'une certaine manière, mais ma mère a été, on pourrait dire, à l'avant-garde de ce mouvement, a passé une grande partie de sa vie, comme beaucoup d'autres mères, à rechercher des informations, à trouver les bonnes informations, à vérifier que ces informations étaient toujours valables. Et donc, elle a été, d'une certaine manière, une enquêtrice auprès des facteurs, des guichetiers de la poste, des banquiers, des professeurs, des assistantes sociales, des juges, de tous ces représentants des institutions sociales qu'elle côtoyait dans sa semaine. Et très rapidement, effectivement, comme nous étions habitants d'un quartier, qu'on dit aujourd'hui quartier populaire, qui sont en fait des quartiers de relégation sociale et raciale, des quartiers de travailleurs et de travailleuses. Le collège de secteur était un collège qui était jugé par les intervenants sociaux comme un collège ayant mauvaise réputation, comme un collège dangereux. Et je pense, en tout cas c'est comme ça que je reconstitue les choses de mon point de vue, je pense que j'ai été l'incarnation, d'une certaine manière, de la petite fille arabe qu'il fallait absolument sauver des griffes de ses frères, de cette population masculine qui donnait prétendument à ce collège de secteur une mauvaise réputation. Et très vite, ma mère a intégré ces discours et j'ai des souvenirs vraiment extrêmement précis de ma mère qui me parlait de ces garçons, de ces filles qu'elle jugeait être de mauvaise influence. D'une certaine manière, ce n'est plus elle qui parlait, c'était la radio, c'était la télévision, c'était une forme de discours raciste et racialisant qui était très, très fortement inscrit dans son esprit, mais inscrit bien sûr par le chemin de la peur, par le chemin de l'inquiétude. Et un jour, ma mère m'a annoncé effectivement qu'elle avait décidé de m'inscrire dans un collège privé catholique. Ça a été quelque chose d'assez étonnant pour moi, puisque j'y ai rencontré une éducation plutôt morale et plutôt conservatrice. Moi qui venais d'une famille plutôt soucieuse de liberté, plutôt soucieuse de faire en sorte que ma liberté, que mes libertés puissent être dans le futur respectées. Mais c'est vrai que quand je réanalyse ces souvenirs, qui sont aussi pour moi des cas typiques, des cas quasi exemplaires de trajectoire sociale, mon inscription dans ce collège privé catholique a eu des fondements racistes et a eu des fondements raciaux. C'est parce qu'à un moment donné, on a considéré pour moi que le monde blanc était un monde préférable et que le monde des Arabes et des Noirs était un monde détestable, que ce déplacement scolaire a eu lieu. Donc c'est intéressant de voir comment derrière certaines formes de promotion, comment le déplacement de la marge au centre peut être en vérité animé par des choses politiquement problématiques et détestables au sens premier du terme. Alors, ce déplacement, justement, et donc cette scolarisation dans ce collège privé, ça a été la source de quand même quelques traumatismes pour toi. Tu racontes d'ailleurs le premier jour et ton trajet en bus où tu pars en fait donc vers ce collège. Et donc il y a une autre fille aussi qui est comme toi, donc une fille de l'immigration nord-africaine qui s'appelle Khadija. Et tu racontes en fait qu'à un moment, il y a des jeunes filles blanches qui viennent vous voir dans le bus et qui commencent à vous dire en fait que vous sentez mauvais, à vous toucher les cheveux, etc. Et tu parles de cette expérience en disant que c'était une expérience équivoque où Khadija et moi-même avions été ensemble, plus ensemble que rassemblés à cause de notre ressemblance, et ce que produisit cette expérience enfantine et primordiale de la race, je dirais, fut une forme de parenté de l'apparence. Oui, ça a été une expérience très importante. Je m'en souviens comme si c'était hier, preuve que la chose a été marquante. Mais c'est évident que je pense que pour toute personne rattachée aux minorités raciales, la question de la rencontre avec la race est toujours une expérience que chacun définira à sa manière. Pour ma part, évidemment, ça a été une expérience ambivalente. Et l'ambivalence ici, elle a tenu beaucoup aussi à la forme de non-réciprocité qui a existé avec ces jeunes filles. Nous étions des jeunes filles qui s'apprêtaient à se rendre en ce journée de rentrée scolaire à leur collège, voire lycée respectifs. Et moi, ces jeunes filles, je les avais trouvées très belles parce qu'elles étaient très bien apprêtées. Comme on dirait aujourd'hui, elles avaient
une tenue, une manière de se mouvoir dans l'espace que je trouvais très belle. Et je le dis dans le livre, ça me rappelait les jeunes comédiennes, les jeunes actrices de ces séries télévisées que je regardais le soir en rentrant, Classe mannequin, Le collège des cœurs brisés. Et moi, j'ai été touchée par leur beauté, j'ai été très sensible à ça. Et la réciproque n'a pas été vraie, puisque ces jeunes filles, par la suite, effectivement, il y a une sorte de micro-conflit, comme ça existe entre les jeunes adolescentes qui est apparu. Et il n'y a pas eu d'identification. Moi, je me suis identifiée à elles de manière très simple et de manière évidente. Et ces jeunes filles, avec des yeux bleus très beaux, très grands, très clairs, instinctivement, leur comportement a été autre, leur comportement a été inverse. Et j'avais été étonnée de ça, j'avais été étonnée de pas partager simplement le fait qu'on était toutes des filles contentes de vivre une journée nouvelle qui nous attendait. Mais je le dis dans le livre, cette expérience de la race, qui est une expérience fondamentale de l'apparence. Quelles sont les apparences normées et normales, et quelles sont les apparences, au contraire, que l'on va juger comme étant déviantes et comme étant problématiques, et sur lesquelles on va faire peser des sortes de pratiques disciplinaires. Quand ces jeunes filles, par exemple, nous disent « on va vous couper les cheveux », c'est ça qu'elles disaient, c'était cette nécessité de revenir à une apparence plus maîtrisée, plus ordonnée, plus concrète. Expérience évidemment complexe et difficile, mais expérience très heureuse aussi, parce que j'ai rencontré ce jour-là cette jeune fille, Khadija, qui me ressemblait. On s'est aimé de par cette ressemblance. On n'était peut-être pas destinés à s'aimer, mais dans le contexte dans lequel nous étions, comme je le dis, quelque chose d'une forme de parenté par l'apparence s'est formé. Donc elle a été par la suite mon amie durant toute cette période du collège. Et cette expérience nous a soudés. Ouais. Alors justement, il vous arrivait pas mal d'aventures donc avec Khadija que tu racontes dans le livre. Ensuite, tu es arrivé au lycée aussi, où il y a eu une nouvelle expérience qui s'est pas très bien passée, avec notamment une professeure donc, qui t'a offert un livre et qui l'a dédicacé en disant « à ma petite arabe qui doit connaître son histoire ». Ensuite, un peu plus tard, elle t'a fait venir faire un exposé, justement, en classe, et donc devant une classe majoritairement blanche. Elle t'a demandé, en gros, de venir présenter ce livre. Et à un moment, tu dis « Je fus interrompu par l'enseignante qui me demanda alors de dire aux autres élèves quelques mots de mes origines, de ma culture, de ma religion, de prononcer aussi quelques mots en ma langue maternelle. » Oui, c'était important pour moi de revenir sur cette expérience-là, parce qu'elle dit aussi quelque chose de ce qu'on pourrait appeler le régime des micro-agressions. La question raciale et le caractère visqueux du racisme, on le connaît beaucoup, on le connaît très bien à partir de ces données quantitatives, à partir de ces mécanismes structurels, de la manière dont il est produit, reproduit par les grandes institutions. Il y a aussi quelque chose de plus intime et de plus infime qui est la question de l'ordinaire, qui est la question du quotidien, qui est la question de la banalité en fait, du renvoi et des productions identitaires et des productions de l'identification. Comme je le disais, ce sont souvent des choses qui révèlent le caractère fondamental de l'apparence. Il y a quelque chose dans la vision, il y a quelque chose dans ce qu'on voit qui va immédiatement produire une sorte d'altérité. La production de l'altérisation, elle est très importante. Et effectivement, cette scène-là que tu rapportes, elle est typique de ce genre de phénomène. C'est-à-dire comment, à un moment donné, dans un espace qui cherche à être égalitaire, qui l'est parfois, mais qui souvent aussi ne l'est pas, qui cherche à être républicain, qui l'est parfois, mais qui souvent aussi ne l'est pas du tout, à savoir l'espace scolaire, des mécanismes de racisation peuvent avoir lieu, et ils viennent aussi dire l'expérience inégalitaire que les enfants des minorités raciales font de l'école. Donc l'école n'est pas isolée, l'école elle fait pleinement partie de l'espace social, et elle est évidemment traversée par des mécanismes aussi de marginalisation et par des mécanismes d'inégalité assez fortes. Et ça touche beaucoup
la question des subjectivités, ça touche beaucoup la question du rapport à soi, ça touche beaucoup aussi bien sûr la question du rapport au corps. Quand on est une jeune fille ou quand on est un jeune garçon qui en plus ne répond pas parfaitement aux normes des masculinités et des féminités adolescentes, cela ajoute une complexité supplémentaire. Cette expérience avec cette enseignante, elle est révélatrice de cela, de cette articulation des dominations à une échelle quasi microscopique. C'est pour ça que d'un point de vue littéraire, c'est toujours intéressant de s'y arrêter et de creuser l'expérience. Mais sur le plan de l'existence, sur le plan de la définition de soi, ça a évidemment des répercussions d'une ampleur forte et pleinement légitime à critiquer et à déconstruire. Tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que cette expérience, elle renvoie aussi à ce tiraillement dont on parlait un peu au début, puisque tu dis que ta mère, pour elle, en fait, l'institution scolaire, c'est vraiment l'excellence, etc. Et en fait, toi, tu arrives là et tu as une professeure qui se comporte d'une mauvaise manière avec toi, et t'as toujours du coup, ta mère te demande comment ça va, elle te dit que ça se passe très bien, tu as reçu ce cadeau, donc ce livre, etc. Il y a toujours un peu cette ambivalence-là entre les deux, où tu peux pas non plus vraiment dire, bah, en fait, regarde comment se comporte cette professeure, c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais en gros. Oui, je pourrais dire que mes parents, ma mère, toujours un peu plus, elle a vraiment cru, et a raison, je crois, en l'idéal républicain tel qui lui était présenté et tel aussi qu'on lui a demandé d'y croire. Le fait que je sois déplacée dans ce collège privé catholique, ça a bien évidemment fait émerger une autre expérience de l'école. Et j'ai pu rapidement en fait, me rendre compte que la vision que ma mère avait de cette école, c'était une vision typiquement parentale, donc mue par des inquiétudes, par des impératifs de sécurité, etc. Mais pour ma part, je constatais aussi d'autres choses. Je constatais aussi, comme je le disais, des formes d'inégalité, bien qu'à l'époque, évidemment, ce n'était pas ce type de discours que je portais, mais en tout cas, le sentiment et l'intuition étaient là, étaient puissamment là. Et je me suis effectivement rapidement retrouvée dans la situation à être une sorte de gardienne. Je pourrais dire la gardienne de la foi républicaine de ma mère à l'école. Et j'étais une petite fille, donc je voulais absolument pas la blesser, je voulais absolument pas lui faire croire ou lui faire comprendre qu'elle s'était trompée dans son projet. Donc je parlais toujours de l'école d'une manière à ce que ma mère soit rassurée. J'ai toujours essayé de faire confondre les aspirations de mes parents aux réalités que je vivais. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, je n'ai jamais menti à mes parents par rapport à des sorties adolescentes ou par rapport à des relations avec des garçons ou par rapport à des choses comme ça qui sont typiques de l'adolescence. Les premières fois que j'ai menti à ma mère, c'était pour protéger son rapport à l'école et pour lui dire que tout allait bien, alors qu'en fait tout n'allait pas bien, tout ne va jamais bien dans l'espace scolaire, qui est un espace social violent comme les autres. Et donc bien sûr que dans ce rapport à ma mère, quelque chose de supplémentaire est venu instaurer des formes d'ambivalence, de mensonge, de vérité, où la vérité était aussi un mensonge et l'inverse. Il y a eu beaucoup de choses ténues et fragiles. Alors, ce qui est donc très prégnant dans ce livre, c'est le racisme, dans ton autobiographie, le racisme de l'institution scolaire, mais aussi dans la police, puisque donc tu as grandi dans un quartier populaire, donc forcément tu y as été confronté, ou ton entourage en tout cas. Ce racisme, tu l'évoques notamment à travers l'histoire d'Ahmed. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu. Oui, effectivement, j'ai grandi dans un quartier populaire à Strasbourg, le quartier de l'Elzo, qui était un quartier particulier avec une sorte de frontière aménagée par des arbres plantés par la municipalité. Cette sorte de très longue allée séparait les espaces collectifs des grands ensembles des zones pavillonnaires individualisées. Donc l'espace où on se déplaçait était déjà marqué par une certaine forme de prégnance, puisque la police se rendait rarement du côté des zones et des pavillons individuels, et la police était plutôt
omniprésente, du fait de la présence d'un commissariat, du fait de la présence aussi pas très loin d'une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de l'Elzo. Donc tout ça faisait de cet espace un espace surveillé, sous surveillance. Il y avait régulièrement des hélicoptères qui balayaient la nuit le territoire de ces gigantesques lumières. Et effectivement, je me rappelle, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué les esprits des habitants à l'époque, du décès, du suicide, plus particulièrement, qui est une autre forme de crime institutionnel, on pourrait dire. La question des suicides en prison, c'est aussi quelque chose qui socialement pose question, ou doivent poser question. Et c'est l'histoire de ce jeune Ahmed que je ne connaissais pas, que je n'ai pas connu, mais paradoxalement que tout le monde connaissait, puisque son histoire est devenue une histoire assez emblématique de ces quartiers populaires. Et ce qui était important pour moi de dire, encore une fois, dans cette expérience et dans le chapitre qui en traite en particulier, c'est à nouveau effectivement la question des pratiques de racialisation, la question du rapport de ceux qu'on appelle les jeunes. On sait souvent qui sont les jeunes et qui ne sont pas les jeunes dans ce type de situation. Et la manière dont effectivement le pouvoir policier réaffirme une présence de l'État, État qui est surprésent de cette manière-là, du fait aussi qu'il est surabsent, on pourrait dire, du fait de son désengagement du côté des services publics, des établissements publics, puisque ce quartier-là était un quartier où l'État n'existait que par la force et une certaine forme de répression dont ce jeune garçon a malheureusement payé le prix. Donc c'est évident que la question policière est une question qui compte. Le traitement politique de cette question, la manière dont il a été construit, nous vient directement des militants et des militantes historiques qui ont fait de cette question un enjeu démocratique, un enjeu de justice et un enjeu aussi de vie et de mort. Donc dans mes textes, dans la littérature que je produis et que j'essaie de défendre, c'est évident que cette question a une place particulière, puisqu'elle est, on pourrait dire, l'extrémité politique absolue qui participe au maintien en vie ou au contraire à des formes de mise à mort institutionnelle. Donc il me semble que les écrivains, les écrivaines, qu'ils soient d'ailleurs liés aux minorités raciales ou pas, ont à s'exprimer sur ces questions-là. Alors, plus tard dans le livre, tu continues à parler aussi du racisme dans la police à travers la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, donc deux adolescents qui sont morts électrocutés en 2005 à Clichy-sous-Bois dans un transformateur électrique alors qu'ils fuyaient justement un contrôle de police. Et donc vous parlez donc de cette expérience comme de quelque chose qui a un peu soudé, entre guillemets, votre quartier. Tout le monde se retrouvait un peu, les mères, ça aurait pu être leur fils, etc. Et vous parlez d'une certaine Nora, à un moment, qui dit ceci à une marche en hommage justement aux deux jeunes garçons. Si nous ne sommes pas présentes pour nos enfants, c'est que nous travaillons à élever le jour, la nuit, les enfants des autres. L'école, la police, la justice organisent le quotidien de nos garçons. Main dans la main, ils travaillent contre nos garçons. Et nous ne sommes pas là, nous ne voyons rien. Oui, ça a été une expérience forte, une expérience collective, puisque ça correspondait au moment où j'entrais à l'université et où, d'une certaine manière, je retrouvais les filles et les garçons dont j'avais été séparée au moment où j'avais intégré ce collège privé catholique. Donc si nos retrouvailles ont été des retrouvailles de jeunes femmes et de jeunes hommes, ça a été aussi évidemment des retrouvailles qui ont eu un caractère encore un peu plus politique et pas seulement amical, puisque comme d'ailleurs le pays entier a été bouleversé par le décès de ces deux jeunes garçons, par la violence aussi des circonstances de leur mort. Et
de manière assez étonnante et en même temps pas tant que cela. Comme j'imagine dans beaucoup d'autres quartiers, les habitants et les habitantes ont décidé à un moment donné, les habitantes, peut-être d'ailleurs un peu plus que les habitants, ont décidé de sortir et de manifester leur soutien aux familles des jeunes adolescents disparus. Et les femmes, les mères, les sœurs, les cousines avaient toutes des propos, moi, qui à l'époque m'avait beaucoup frappée, cette idée simple, on pourrait dire, dans son humanité, mais lourde de sens dans ses implications politiques et dans les implications aussi des résistances qu'elle suppose, cette phrase selon laquelle ces enfants étaient aussi nos enfants, ces enfants étaient aussi nos frères, ces enfants étaient aussi nos cousins. Donc il y avait cette idée finalement d'une sorte de communauté affective qui se créait dans des conditions de détresse, mais aussi dans des conditions où chacune prenait de plus en plus conscience que ce qui se passait s'était déjà passé, était appelé malheureusement à se repasser et qu'il fallait intervenir pour que les choses cessent. Donc ça a été effectivement un moment où une collectivité, où une communauté d'expérience historique a existé. Et c'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que le livre porte cette ambition, en fait. Cette autobiographie, elle essaye à la fois de politiser la souffrance, puisque c'est quelque chose qui est éprouvé au quotidien par des millions d'hommes et de femmes, mais de politiser aussi la résistance, puisque ces millions d'hommes et de femmes ne peuvent pas être uniquement définis par leur statut de dominés. Ils sont aussi des dominés qui ont un rapport réflexif à leur domination, c'est-à-dire qui essaient de faire quelque chose de ce que l'on fait d'eux. Et pour ma part, en littérature, j'essaie de faire ça, j'essaie de dire quelque chose de ce qu'on dit de nous et de ne pas laisser au pouvoir, même si la dimension peut être ici utopique, le dernier mot sur nos existences. Merci Kewtar Rachid d'être venu sur le plateau du Média TV pour parler donc de ton dernier livre qui s'appelle Comme nous existons et qui est sorti aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous en avez marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomme dès le matin? Parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette? Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Jordan Bardella. Marion Maréchal. Bonjour. De ces invités sur tous les plateaux TV et radio qui agitent un racisme de plus en plus décomplexé? Il faut ôter ces droits aux immigrés de décider de la politique d'immigration de la France. Nous aussi. Et nous sommes bien décidés à ne pas leur laisser le monopole de l'information. Surtout avec 2022 qui approche à grands pas. Macron encore un siècle? Oh non, c'est pas possible. On va espérer avoir un contre-pouvoir. Dès la rentrée, le média se propose de vous offrir, en format audio et vidéo, une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Nous ne cachons pas nos objectifs. Porter les sujets qu'une presse mainstream, possédée par une poignée de milliardaires, refuse d'aborder. Quand vous avez un Valeurs Actuelles, on peut se dire bon c'est pas grave parce que vous allez avoir de la presse écrite qui va équilibrer à gauche et qu'on peut avoir un pluralisme des médias beaucoup plus étendu. Quand on parle de l'audiovisuel et des chaînes d'information, il y en a 4 de chaînes d'information en continu. Donc s'il y en a une qui vire à l'extrême droite, il y a un problème de pluralisme. Réfuter les discours de propagande libérale ou raciste qui avancent masqués sous le faux nez de la neutralité ou du parler vrai. J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Donner la parole aux économistes, analystes, experts hétérodoxes dont les discours ont du mal à se faire entendre dans les dispositifs piégeux des plateaux de télévision. Il est urgent d'avoir nos propres médias. Bon, moi je suis pas pour boycotter les médias dominants, je pense qu'il faut qu'on continue à y aller. Mais en même temps, il faut aussi qu'on construise les nôtres parce que c'est là que ça joue notamment dans la bataille idéologique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion permanente des droits à retraite? C'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités.
Nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin, que quelque chose d'autre peut être figuré, une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à la hauteur des enjeux de la situation présente. Raconter autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Nous avons déjà des journalistes, des chroniqueurs, des analystes, des grandes voix qui nous ont dit leur enthousiasme et qui sont décidés à porter ce projet. Avec nous, avec vous, mais une matinale quotidienne, ça coûte cher. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos intuitions. Cette matinale ne verra le jour que si vous, les citoyens, notre public, le décidez. Rendez-vous sur notre page Ulule, participez, partagez, plaidez auprès de vos proches pour la faire exister, pour faire exister vos idées. Soutenez la contre-matinale à la rentrée et ça va faire partie des médias importants pour reconstruire la gauche sociale, politique et écologique.